Yasmina Khadra, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir chez vous dans cette maison C'est joli, hein? sympathique. Voilà. On a improvisé une maison juste pour vous. Oui. Alors on est là, on va parler de votre dernier roman, mais on va parler surtout de ce qui l'entoure, hein, donc Khalil. Oui. Alors Khalil, vous vous êtes mis dans la tête d'un candidat djihadiste, hein, on dit candidat parce qu'il n'y arrive pas tout de suite. Oui. Et donc ça se passe dans le contexte des attentats de Paris, il est de Molenbeek, donc vous refaites un peu la trame, mais vous romancez beaucoup. Votre but, c'est de nous faire comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un candidat djihadiste, d'essayer d'être empathique? Il y a deux choses. D'abord, comprendre ce phénomène, au lieu de se laisser bombarder par des informations de tous les jours qui ne nous laissent pas le temps de réfléchir, qui attaquent notre cœur avant même de toucher notre esprit. Et de l'autre côté aussi, de m'adresser à ces jeunes qui pourraient peut-être basculer. Et à travers ce livre, j'espère, ils ne basculeront jamais. Vous pensez les avoir en décrivant le mécanisme de désespoir? Alors, moi, ce garçon, j'ai eu beaucoup de peine pour lui, en fait. Et du coup, j'étais mal à l'aise avec ça. J'imagine que d'autres lecteurs, probablement, penseront la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un risque qu'il fallait prendre, voilà, Ouais. c'est un risque. Moi, je ne voulais pas rester en dehors de l'histoire, en utilisant la troisième personne du singulier. C'est comme si je suis de loin en train de suivre quelqu'un. Non, je voulais être cette personne pour que le lecteur soit en situation. Moi, j'ai tablé sur la proximité immédiate avec le personnage et donc avec le sujet. Donc, mais ce n'est pas de l'empathie. Finalement, ce n'est qu'un être humain, c'est un égaré. On n'a pas du chagrin pour lui, mais on le plaint quand même. On le plaint, On le plaint. oui, Il n'a que 23 ans, la vie est devant lui. Non, mais est-ce qu'on arrive à Est-ce que c'est compliqué parce que en sachant ce qu'il peut causer comme dégâts et le nombre de vies qu'il peut toucher et aux fondamentaux auxquels il touche, mais en fait finalement on n'a pas envie de le... Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe et vous forcez, c'est inconfortable. Oui, Et en même temps, c'est redoutable. Non, parce qu'on est tout simplement les otages de tout ce qu'on a reçu comme bombardement médiatique. D'accord. Voilà. Donc je suis un otage. Nous sommes tous des otages. Et il faut d'abord se libérer de tout ça, redevenir pleinement humain, se restituer à soi-même, recouvrer sa lucidité et sa présence d'esprit. Et de cette manière, on a un regard neutre sur cette personne. Et on sait que voilà comment il a dérivé. Et voilà pourquoi je voudrais que ce livre soit enseigné dans tous les lycées pour empêcher les jeunes de basculer. J'ai essayé de leur montrer ce que c'est qu'un discours vampirisant, ce qu'est un discours séducteur. Et en même temps, je leur montre le cheminement, la ramification de ce discours qui au départ est angélique. On parle de justice, on parle d'équité, on parle d'égalité, de fraternité, mais par la suite il y a une ramification qui décortique, qui disloque complètement la personne, qui pour le reconstruire ailleurs, mais il est brutalement étranger à lui-même. Il n'a plus ses repères d'avant, il devient un outil manipulé avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'habilité. Voilà ce que je voudrais que le jeune qui lit ce livre, hop, le jour où il rencontrera le discours insidieux, il va se dire tiens, mais j'ai déjà entendu ça. Et les jeunes, vous leur avez parlé? Vous avez pu échanger déjà depuis la sortie du livre? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, mais le livre est sorti depuis 2 semaines. Mais ça serait curieux de savoir ce que justement un jeune peut penser de cette lecture, ils sont dans cette venus, plongée. Ils ont été très nombreux aux 2 salons que j'ai fait à Nancy et à Besançon. Et d'habitude, les jeunes ne sont pas beaucoup intéressés à la littérature, mais là, ils étaient vraiment... Mais là, votre roman, il est fulgurant. Hein. C'est très bien écrit. Enfin, évidemment, c'est redoutablement bien écrit, c'est bien construit. On ne lâche pas, on est en suspense. C'est impossible d'en sortir, en fait. Et en même temps, vous déclenchez chez nous tellement de sentiments par rapport à toutes ces questions-là, parce que finalement, on se rend compte que racistes et terroristes, grosso modo... Ce sont des frères siamois. C'est ce que vous dites, et ils ont le même discours, les mêmes prédispositions à franchir le pas, mais vers l'abîme. Mais peut-être que l'origine change, la source de leur information, de leur frustration change, ça dépend. Mais c'est le même discours, c'est le déni de l'autre, c'est l'animosité permanente, c'est l'aversion, c'est la haine, c'est la colère.
Donc, et tout ça... Et ça, vous le décrivez très très bien, effectivement. Il faut essayer d'être... J'ai essayé d'être économe de mes moyens. Je suis allé à l'essentiel. Et j'ai créé un rythme dans ce livre. C'est pour ça que la lecture, elle se fait très fluide. On avance très vite, on veut savoir comment ça se passe. C'est comme un peu comme un film d'action. On est un peu hors d'haleine. Moi, j'ai presque vu une série. Donc, à chaque fois que je devais couper le livre, parce qu'il faut dormir de temps en temps, à chaque fois, c'est comme si on avait rendez-vous avec le prochain épisode d'une série telle qu'on les voit, sauf qu'on sait que c'est vrai. Mais ce qui est paradoxal, mais parce que on vous l'a peut-être déjà dit, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche d'excuser, finalement, de trouver des excuses à ces gens? Mais il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, parce qu'en fait... Il n'y a ni empathie ni excuse. Ni empathie ni excuse. J'explique cet homme dans sa réalité. Voilà comment il a été. Et même si le doute s'installe progressivement dans sa tête, il reste quand même un spécimen pédagogique d'une formidable efficacité. Alors vous les connaissez, hein. Oui, bien sûr. Quand vous avez été dans l'armée algérienne, vous avez vécu ça aussi de l'intérieur, dans votre esprit. Voilà, vous avez vécu ça. C'est quelque chose de similaire qu'on retrouve aujourd'hui ou c'est un autre style de combat? Absolument, c'est la même chose. Le même endoctrinement, la même tourmente qui s'installe dans certains esprits. C'est le même idéal complètement fallacieux et même c'est un idéal meurtrier finalement parce qu'il ne va pas vers la construction. Il va d'abord vers la destruction de celui-là même qui le porte en lui. Voilà, c'est terrible. Et je voudrais que les jeunes comprennent que la plus belle cause qu'il faudrait défendre, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre cause supérieure à la vie. Rien ne nous oblige d'assassiner quelqu'un parce qu'il ne partage pas nos idées. Chacun est libre. Il faut que les jeunes comprennent, enfin, il faut que le monde entier comprenne que la liberté réside dans le choix que l'on fait pour sa propre vie. Il y a des gens qui sont incapables de vivre sans Dieu. Ils ont besoin de se tourner vers lui quand ils sont dans l'émoi ou dans l'effroi. Et on a d'autres qui peuvent parfaitement s'en passer de Dieu. Et chacun est libre d'être croyant ou d'être athée. Ça, c'est mon principe. Yasmina Hadra, qu'est-ce que ça révèle de notre époque, ces tourments-là? Ça prouve que chaque génération réclame sa part de la tragédie. Et les leçons de l'histoire ne sont jamais assez assimilées, puisque dans les années 30 aussi, on a vu cette chose épouvantable qui s'appelle l'antisémitisme, progressivement détruire une nation qui était intelligente, qui était cultivée, qui écoutait Mozart, il lisait Nietzsche, les grands Dostoïevski et Voltaire et tout. Voilà, qui a conduit des professeurs d'université dans des camps de concentration en train de tuer des êtres humains comme si c'était... On a oublié que c'était des êtres humains. Ouais, et on oublie encore aujourd'hui que ce sont des êtres humains. Et ça revient aujourd'hui. Mais ce que je trouve dangereux et sur quoi moi j'insiste, ce n'est pas le djihadisme. Le djihadisme, il est périssable. Il est vulnérable. Et on peut parfaitement l'éradiquer et soigner les esprits contaminés. Mais ce qui est dangereux, c'est cette vague, ce courant intellectuel qui déplace le sujet. On n'est plus dans le terrorisme, on est dans la haine du musulman, dans l'attaque du Coran. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il faut faire des coupes dans le Coran. Donc regardez où la bêtise humaine peut mener des gens. Alors que je leur demande tout simplement, pour connaître les musulmans, c'est d'aller les rencontrer chez eux. Il y a une telle, quand même, ce sont des gens hospitaliers, ils reçoivent les étrangers, ce sont des xénophiles. Voilà. Pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression xénophile. Oui, ça fait longtemps. Parce qu'on entend que xénophobe. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera le mot de la fin, Yasmina Hadra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord être responsable. Il faut se référer à ce que disait Saint-Exupéry, la différence entre un animal et un être humain, c'est que c'est la responsabilité. C'est la responsabilité qui nous différencie de l'être humain. Donc chaque citoyen est responsable de ce qu'il fait et chaque citoyen peut être soit du côté des artisans ou des bâtisseurs de la paix, comme il pourrait parfaitement être du côté des fossoyeurs des rêves. Merci. C'est moi. C'est une belle note philosophique. Merci Yasmina Hadra Khalil.